Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Arthur Foucher nous a emmenés au Haut-Karabakh, une république autoproclamée située entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et gelée dans un conflit depuis environ 25 ans. Nous avons donc décidé de nous pencher sur ces conflits gelés dans le Caucase et avec nous pour en parler, Pierre Jolicoeur, directeur du département de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Pierre Jolicoeur, bonjour. Oui, bonjour. Alors, juste pour débuter, est-ce que vous pouvez déjà nous définir ce qu'est un conflit gelé? Alors, un conflit gelé, dans la littérature portant sur les conflits en général, ce serait simplement un conflit qui est suspendu. Donc, après une phase militaire active, suite à un cessez-le-feu, armistice ou autre mécanisme, on a suspendu la phase armée du conflit et où la dualité est transférée dans un processus de paix. Donc, il y a une table de concertation et on cherche à trouver une solution. Cependant, on n'a pas encore de solution, donc on n'a pas d'accord de paix. Dans le contexte de l'ex-URSS, cependant, là, j'ai donné une définition plus générale pour les conflits en général, mais ce terme est peu utilisé dans la littérature. Mais dans le contexte de l'ex-URSS, on l'utilise beaucoup plus pour désigner un type spécifique de conflit, celui qui entoure des conflits sécessionnistes. Donc, vous avez en général un territoire, une population qui cherche à créer un État, à faire sécession, donc à créer un État à partir d'un petit territoire tiré d'un État déjà existant, d'un territoire beaucoup plus large. Et souvent, dans le cadre de l'ex-URSS, ces conflits sont suspendus donc depuis 20-25 ans, donc depuis l'apparition depuis l'indépendance en fait des républiques anciennement soviétiques, est apparu sur ces nouveaux territoires plusieurs petits conflits sécessionnistes et les groupes ont réussi militairement à conquérir leur territoire mais n'ont pas obtenu de reconnaissance diplomatique, de reconnaissance internationale. Alors, on assiste à la création ou à l'apparition de ce qu'on appelle des États de facto. Donc, un État de facto, qu'est-ce que c'est? C'est un territoire qui correspond à toutes les caractéristiques d'un autre État qui serait légitimement reconnu par la communauté internationale. Cependant, donc, ils ont une population, un territoire, des institutions gouvernementales effectives, donc toutes les mêmes caractéristiques qu'un État. Cependant, ce qui manque, c'est la reconnaissance diplomatique. Alors, le Nagorno-Karabakh ou le Haut-Karabakh, en l'occurrence, qui vous intéresse pour le cadre de ce reportage, eh bien, correspond tout à fait à cette définition d'un État de facto qui est issu d'un conflit gelé. Alors effectivement, vous l'avez dit, le Haut-Karabakh correspond, c'est ce dont on parle dans notre article. Donc nous, dans ce podcast, on voulait essayer d'aller voir au-delà, justement. Et donc, quels sont les autres conflits? Vous avez mis le doigt dessus, d'ailleurs, on parle de toute façon de l'ex-URSS. Donc, quels sont les autres conflits gelés du Caucase qui sont dans le même cas de figure que le Haut-Karabakh? Alors, dans le Caucase, présentement, il y a deux autres situations très, très analogues. Il s'agit en Géorgie de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Deux autres territoires qui, lorsque la Géorgie est devenue indépendante, alors pour différentes raisons et à différents moments, mais généralement au début des années 1990, donc sont en situation conflictuelle, cherchent à faire l'indépendance des autorités géorgiennes et dans la même situation que le Haut-Karabakh, un cessez-le-feu est venu en 92 pour l'Ossétie du Sud, en 93 pour l'Abkhazie, puis enfin il y a eu plusieurs cessez-le-feu, 94 le dernier, et depuis ces situations sont gelées, donc ce sont des conflits gelés et ont donné naissance à des États de facto dans la région également. Mais il y a aussi dans l'ex-URSS, en dehors du Caucase, d'autres situations. En Moldova, la Transnistrie serait un autre exemple, qui est aussi apparu à la même période. Et là, des cas plus récents sont apparus avec l'Ukraine. Donc, depuis la crise de l'Ukraine en 2014, il y a eu la Crimée qui a changé de main. Bon, ça, c'est un cas un peu à part. Mais dans l'Est ukrainien, Donetsk et Luhansk sont deux régions qui sont aussi maintenant de plus en plus, les auteurs commencent à les qualifier de conflits gelés, d'États de facto, qui ont eux aussi proclamé unilatéralement leur indépendance, mais ne sont pas reconnus par personne dans la communauté internationale. J'aimerais Alors, cependant faire une petite nuance, cependant. Pour le cas du Caucase, donc les deux cas géorgiens, à l'inverse du Haut-Karabakh,
euh, ils ont obtenu la reconnaissance de certains États de la communauté internationale. D'abord par la Russie, qui, suite à une guerre en 2008, a conquis, enfin, a occupé le nord de la Géorgie, mais s'est retiré donc après 5 jours de conflit là, au mois d'août 2008. Mais quelques semaines après ce conflit, a reconnu l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Et d'autres États, 5 autres États, ont reconnu l'indépendance de ces territoires dans les semaines, dans les mois qui ont suivi. Depuis, 2 États ont retiré la reconnaissance qu'ils avaient donnée à l'Abkhazie et à l'Ossétie du Sud. Donc, ils sont réduits à 4. Présentement, il y a 4 États qui reconnaissent formellement l'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Pourquoi ils ont retiré justement leur reconnaissance? Pardon? Pourquoi ils ont retiré leur reconnaissance? Enfin, c'est une situation qui est un peu illégitime. Vous savez, il y a des États qui se créent, ils cherchent à obtenir cette reconnaissance diplomatique, mais on a vu que, en fait, c'est une question très complexe. Chaque État a ses propres raisons pour reconnaître ou pas l'apparition de nouvel État. Mais généralement, la communauté internationale est très, très réfractaire à cette reconnaissance étatique parce qu'on ne veut pas cautionner les changements de frontières et surtout pas s'ils sont issus de méthodes violentes. Suite à un conflit armé, on ne veut pas cautionner ce type de changement de frontières parce que ça pourrait encourager d'autres situations analogues, d'autres mouvements sécessionnistes ailleurs dans le monde. Et il faut le comprendre, il y a des groupes ethniques, il y en a des milliers à travers le monde, mais il n'y a que quelques centaines d'États. Alors, la plupart des États sont plurinationaux et cherchent à protéger leur propre souveraineté, leur intégrité territoriale. Alors, pour éviter de se faire encourager les mouvements sécessionnistes en leur sein, généralement, la pratique des États est de refuser de reconnaître les mouvements sécessionnistes chez autrui. C'est par peur aussi de perturber peut-être une stabilité au niveau international? Oui, tout à fait. Et international, et généralement plutôt à l'échelle régionale. L'apparition de conflits gelés ou d'États de facto génère généralement des régimes qui, puisqu'ils ne sont pas reconnus par la communauté internationale, ils ont du mal à se financer, ils n'ont pas accès à des organisations internationales, par exemple, à la Banque mondiale, le FMI. Donc, comme ils n'ont pas accès à ces dispositions, doivent se financer autrement et souvent sont le lieu de trafic, d'armes, de drogue. Et donc, ce sont des mafias parfois qui dirigent ces territoires et donc, ou des seigneurs de guerre. Alors, pour toutes ces raisons, on ne veut pas encourager donc ces groupes qui sont à la limite, pas juste à la limite, qui sont très souvent illégitimes. Alors justement, on l'a dit, hein, ces conflits gelés dont on parle, il s'agit de l'ex-URSS. Le rôle, même la politique de la Russie vis-à-vis de ces conflits, quelle est-elle? Alors, de la Russie, alors, ça a varié avec les époques. Au début des années 90, lorsqu'apparaissent ces conflits gelés au Caucase ou même en Transnistrie, généralement, la Russie a cherché à éviter de s'impliquer. Le cas de Transnistrie est un peu particulier parce que les militaires russes ont participé dans ce conflit-là. Mais au Caucase, la Russie était plutôt neutre, a pu encourager les uns et les autres, a pu participer de façon très, très indirecte, a vendu des armes. Mais cependant, la Russie ne voulait pas s'impliquer dans ces conflits au début des années 90. Donc, on a souvent accusé la Russie d'avoir manipulé, d'avoir créé ou fomenté ces conflits. C'est une fausse accusation. Cependant, rapidement, et d'ailleurs, même la Russie a été un intermédiaire de paix et a cherché à rapprocher les parties et à trouver des solutions à ces conflits. Cependant, rapidement, au cours des années 90, lorsque la situation s'était stabilisée, la Russie a eu tendance à utiliser ces conflits pour manipuler ou pour influencer les États qui sont affectés par ces conflits. Donc, essayer d'influencer l'Azerbaïdjan d'une part, ou la Géorgie, ou la Moldova, pour essayer de faire accepter ces points de politique étrangère. Alors, c'est un outil utile qui est à sa disposition et très efficace.
pour essayer d'infliger ou oui, de modifier les politiques d'un État voisin qui nous déplaise. Alors, il suffit d'agiter là, le retour au conflit pour qu'éventuellement, on fasse modifier les politiques que l'on n'aime pas. Je donne un exemple. Dans les années 2000, la Géorgie, comme l'Ukraine d'ailleurs, cherchait à se rapprocher de l'OTAN et a même appliqué une frappe à la porte de l'OTAN depuis de nombreuses années. En 2008, à un sommet de l'OTAN, on a annoncé qu'un jour, la Géorgie et l'Ukraine feraient partie, bon, on a mis des guillemets, là, on a mis des gants blancs pour éviter de froisser la Russie de façon trop frontale, mais on a annoncé qu'un jour, la Géorgie et l'Ukraine feraient partie de l'OTAN. C'était annoncé au sommet de l'OTAN d'avril 2008. Quelques mois plus tard, on a vu la répercussion, le conflit en Géorgie, où la Russie a clairement clairement fait savoir que jamais la Géorgie ne devrait intégrer les structures de l'Alliance Atlantique. Donc, ce conflit, on peut faire des liens entre les opérations militaires et le déclenchement de ce conflit en août 2008 en Géorgie, avec le sommet de l'OTAN quelques mois auparavant. Par ailleurs, d'autres vont faire des liens avec la reconnaissance du Kosovo. Alors, il s'agit ici d'un cas intéressant. Si vous voulez axer davantage cette entrevue sur les conflits gelés, eh bien, le Kosovo est un cas intéressant parce qu'en février 2008, le Kosovo a unilatéralement déclaré son indépendance. Et inversement aux autres cas, une assez large portion de la communauté internationale a reconnu l'indépendance du Kosovo. Alors, ça reste un conflit gelé, malgré sa très grande reconnaissance. Le Kosovo n'est toujours pas admis à l'ONU, n'a pas un siège à l'Assemblée générale, et l'État dont il est issu, le Kosovo, ne reconnaît toujours pas son indépendance. La Serbie refuse de le reconnaître. Et là, c'est vraiment particulier. Jusqu'à l'expérience du Kosovo, jamais un État de facto n'avait été reconnu par la communauté internationale sans que l'État parent ou l'État qui est officiellement souverain sur ce territoire reconnaisse la sécession. Alors, c'était le cas de l'Érythrée, c'était le cas de Soudan du Sud, un cas récent en 2011, ça a été le cas du Bangladesh dans les années 70, mais alors, il faut la reconnaissance au moins de l'État parent pour être capable de voir que la communauté internationale suive. Le Kosovo est un cas à part. Et ça, la Russie l'avait fortement critiqué. Et elle avait dit, attention, elle avait mis en garde. Si jamais cela se produit, vous allez voir dans d'autres contextes, même en Europe, et il avait nommément dit, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, la Transnistrie, pourraient être des cas où on voit là, répliquer cet épisode là, que vous essayez de créer avec le Kosovo. Et ça a été une espèce d'annonce prophétique. Hein? La Russie a encouragé ses propres déclarations et a provoqué ce conflit au mois d'août 2008. Sur la question, je voulais revenir un peu sur le point de la Géorgie tout à l'heure par rapport à l'OTAN. Finalement, la réaction de la Russie, c'était quoi? C'était une manière de maintenir son influence en soi? Oui, il est très clair que la Russie cherche à maintenir sa zone d'influence qu'elle limite en grande partie à l'ex-URSS. Hormis peut-être les États baltes, je pense que la Russie accepte, plus ou moins, de degré ou de force, mais a accepté que ces États ne reviennent plus dans le giron de la Russie. Cependant, elle considère que toutes les anciennes républiques soviétiques font partie. D'ailleurs, dans le langage, dans le discours de la politique étrangère de la Russie, toutes ces anciennes républiques font partie de ce qu'on appelle l'étranger proche. Alors, l'étranger proche suppose une politique distincte par rapport à l'étranger lointain, au reste du monde. Alors, la Russie a une politique très particulière dans cet espace. Elle cherche à être la garante de la sécurité, de la paix internationale dans cette région. Et s'il y a des conflits, c'est sa zone d'intérêt privilégiée. Elle veut elle-même s'occuper de la gestion des conflits, faire le maintien de la paix s'il le faut. Et d'ailleurs, c'est la Russie qui contribue aux efforts de maintien de la paix dans toute cette région, à l'exception peut-être du Haut-Karabakh,
qui vraiment est un conflit particulier. C'est le seul cas de conflit gelé ou d'état de facto pour le Karabakh, où aucune présence internationale, aucune force de maintien de la paix vient suspendre et vient séparer les belligérants. Et c'est un miracle, d'une certaine façon, que ce conflit n'ait pas repris davantage de force ou n'ait pas éclaté à nouveau au cours des 25 dernières années. Malgré l'épisode de l'an dernier, où il y a eu quand même un retour important, quand même, je dois le souligner. On parle même de la guerre des 4 jours. Donc, malgré ce statut de conflit gelé, généralement, on tient pour acquis que le conflit a cessé et tout est transposé dans le processus de paix. Je dois quand même souligner que certains auteurs vont le mentionner aussi, ce n'est pas le conflit qui est gelé, en fait. C'est le processus de paix qui est gelé. Donc, les négociations ne progressent pas, on n'arrive pas à une entente, il n'y a pas de solution encore au conflit. Par contre, sur le front, bien qu'il y ait une suspension des opérations militaires de grande envergure, il y a quand même des escarmouches, il y a quand même des ruptures du cessez-le-feu. Et une rupture importante dans le cas du Karabakh était l'an dernier, en avril 2016, cette guerre de 4 jours à laquelle je faisais référence, où il y a eu quand même une centaine de morts qu'il faut déplorer. Donc, c'est quand même un bris du cessez-le-feu plus important que les autres, je dirais. Mais depuis, chaque mois, à chaque semaine, il y a des gens qui, de part et d'autre de la frontière ou de la zone de contact, meurent. Donc, il y a encore des pertes de vie liées à ces conflits. Alors, vous le disiez justement, c'est ce qui est gelé, c'est le processus de paix. Pour le moment, il n'y a pas d'issue possible, on n'en voit pas. Alors, justement, dans notre article, on fait mention de l'OSCE, donc c'est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il y a 57 États participants en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique du Nord. Donc, il œuvre pour la paix, la stabilité. Et elle intervient au sein de ces conflits en tant que médiateur. Comment est-ce qu'elle est perçue, justement, au sein de ces pays et par les différents camps? Alors, ça peut varier d'un des conflits à l'autre. Je vais peut-être axer mes remarques davantage sur le cas du Karabakh, qui est assez particulier. L'OSCE fait beaucoup de supervision d'élections, elle est vue comme c'est une organisation régionale, organisation internationale régionale, mais qui a une très grande expérience dans ce type de processus. En ce qui a trait au processus de paix, c'est plus difficile. Ce rôle est plus récent pour l'OSCE et n'a pas rencontré beaucoup de succès à trouver des solutions et à parrainer donc ces processus de paix. Dans le cas du Karabakh, il y a le fameux groupe de Minsk. C'est un groupe des États amis de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan qui cherchent à rapprocher les parties et cherchent à négocier une paix pour régler ce conflit à propos du Karabakh. L'OSCE avait mis sur pied dès 1994, donc depuis assez longtemps, a développé une opération de maintien de la paix sur papier. Elle était prête à déployer des espèces de casques bleus de l'OSCE. Dans les années 90, on était dans une frénésie. Il y avait une multiplication de ces opérations à travers le monde. L'ONU était un peu débordée. Elle cherchait à mandater des organisations régionales pour faire ce genre de tâches. L'OSCE s'était porté volontaire pour le faire et a développé ce plan pour intervenir au Karabakh. Et ça ne s'est jamais matérialisé car, concurremment à ce plan, la Russie a proposé son propre projet de cessez-le-feu et d'opération de déploiement de forces de maintien de la paix de la CEI, la Communauté des États indépendants. Et parce qu'il y a deux plans, deux choix, les protagonistes sur le terrain, évidemment, choisissent la solution qui font davantage leur affaire, mais choisissent le plan qui n'est pas cautionné par l'adversaire. Donc, les Arméniens qui se sentent plus proches ou protégés par la Russie vont privilégier le plan de paix de la Russie, tandis que les Azéris ou l'Azerbaïdjan vont privilégier le plan de l'OSCE, qui est jugé plus neutre par les Azéris. Alors, quel est le rôle de l'OSCE dans ce cas spécifique? Eh bien, le fait qu'elle soit l'un des deux plans contribue à geler la situation d'une certaine façon. Ça redivise à nouveau, finalement.
Oui, parce que personne ne peut choisir, ne peut s'entendre sur même lequel des processus que l'on cherche à poursuivre. Alors, il y a l'OSCE effectivement qui intervient, là on le disait. On sait qu'il y a d'autres grandes puissances des fois qui essaient d'intervenir dans ce genre de conflit. Alors, quid des États-Unis est-ce que dans certains de ces conflits, ils jouent un rôle finalement? Difficilement. La Russie, les États-Unis, oui, évidemment, ils sont tellement puissants, ils ont les capacités d'intervenir ou de faire pencher la balance dans un conflit, à chercher à avoir une part plus active dans ces conflits, enfin, pas dans les conflits, mais plutôt dans le processus de paix, dans la cessation de ces conflits. Mais on a vu que se rapprocher trop de ces pays insatisfait grandement la Russie, qui considère que tout le Caucase fait partie de sa zone d'intérêt privilégiée. Alors, une plus grande présence américaine dans la région est vue comme étant une intrusion dans cette sphère d'intérêt privilégié. Euh, Dans le contexte de la guerre au terrorisme international, alors je prends ici pour mettre un peu en contexte, après les attentats contre le World Trade Center aux États-Unis et contre le Pentagone, s'est montée cette grande guerre, cette grande opération de lutte au terrorisme international. Il y a eu plusieurs manifestations de cela, évidemment en Afghanistan, mais aussi aux Philippines et ailleurs, partout où il y avait des groupes terroristes islamiques, généralement, et qui contribuaient au terrorisme international avait en Géorgie, qui était accusé d'ailleurs par la Russie d'abriter des rebelles tchétchènes, donc un autre conflit, mais au Caucase du Nord, celui-là, en Russie. Eh bien, la Géorgie qui était accusée d'héberger certains de ces miliciens, de ces combattants tchétchènes, donc participait à ce conflit international, et on a même accusé Al-Qaïda d'être possiblement hébergé. Alors, il n'en fallait pas plus pour que les Américains disent, ah, ben, je vais participer, je vais aider la Géorgie à soutenir et à faire la lutte au terrorisme international. Et donc, elle a mis sur pied un programme important quand même de plusieurs dizaines de millions de dollars, le Train and Equip Program, donc le programme d'entraînement et d'équipement pour les troupes géorgiennes à la lutte antiterroriste. La Géorgie qui cherchait en même temps à se rapprocher des États-Unis ou du monde occidental et à quitter la sphère d'intérêt russe, si vous voulez, donc à participer à la guerre au terrorisme international, pas seulement par l'entraînement de ses troupes, mais aussi à déployer des troupes en Afghanistan, à participer à la guerre en Irak en 2003 et les années suivantes. Alors, se montrait un allié proche des Américains. Alors, on se doute que la Russie n'a pas dû trop apprécier. Et voilà, donc ça explique pourquoi en 2008, la Russie, on peut imaginer, ça lui faisait très plaisir de corriger la Géorgie parce que la Géorgie était vue comme l'allié le plus proche des Américains dans tout l'espace de l'ex-URSS. Et donc, la Russie, en faisant le conflit en 2008, envoyait le message non seulement à la Géorgie de se rapprocher des volontés russes, mais également que ça envoyait le message à toutes les anciennes républiques soviétiques. Si vous voulez être trop proche des Américains, voici ce qui arrive. Ça ne va pas vous apporter la sécurité que vous demandez. Au contraire, si vous voulez la sécurité, restez proche des intérêts de la Russie. Ok. Et alors, est-ce que, donc là, c'est le cas des États-Unis, oui, des États-Unis, pardon. Pour l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne, elle essaye aussi un peu d'intervenir dans ces conflits et comment est-ce qu'elle est perçue, si c'est le cas? Alors, pour l'Union européenne, c'est un peu différent. N'a pas les mêmes capacités militaires, évidemment, n'a pas de politique de défense très active, comme peut l'être celle des États-Unis, par contraste. Par contre, l'Union européenne va, par ses programmes économiques, par ses programmes d'aide au développement, de programmes, il y a une politique très particulière, la politique de les mots m'échappent parce que je ne suis pas un spécialiste de l'Union européenne, mais c'est ces programmes de voisinage, je pense. Hein. Donc, aide au développement des pays qui sont en bordure de l'Union européenne, mais qui cherchent en quelque sorte à éviter que ces pays rejoignent l'Union européenne un jour. Donc, après les multiples vagues d'élargissement de l'Union européenne et qui ont été en parallèle aux élargissements de l'OTAN,
on sent en Europe une certaine fatigue à cet élargissement, d'incorporer de nouveaux membres. Ça rend l'organisation un peu plus dysfonctionnelle. C'est difficile d'arriver à des consensus. C'est difficile d'établir des politiques communes. Surtout, il y a quand même une différence importante entre les pays sur le pourtour qui cherchent à joindre l'Union européenne et les pays membres. Donc, on cherche à soutenir le développement, mais en autant qu'on ne joigne pas trop l'Union européenne, peut-être plus tard. Donc, c'est un peu la politique de l'Union européenne actuellement. Il reste un peu en retrait, quoi, finalement. Pardon? Je dis, il préfère un peu rester en retrait, quoi, finalement. Oui, ben, étant donné qu'ils n'ont pas les mêmes capacités militaires, même si c'est vu comme moins une menace de la part de la Russie, que l'OTAN pourrait est perçue par les mêmes acteurs politiques du Kremlin, il reste qu'on cherche tout de même à éviter une trop grande pénétration de l'influence occidentale, qu'elle soit otanienne, qu'elle soit de l'Union européenne ou autrement. On cherche vraiment à maintenir plutôt une cohésion à l'intérieur et de garder le leadership. Donc, en Russie, on se voit vraiment comme l'État leader de tout cet espace. On avait d'ailleurs misé beaucoup sur le développement économique, on voulait fonder une union douanière et c'est d'ailleurs la perspective de la perte de l'Ukraine comme partenaire dans ce projet d'union douanière en 2014 qui a si fâché la Russie et qui en fait, qui a un peu poussé là, dans cette, pas juste critique, mais toute cette histoire là, de la Crimée et du déclenchement des conflits dans l'Est ukrainien, c'était une espèce de réaction à l'acceptation, ou la réalisation plutôt, que l'Ukraine passait dans le camp occidental et était la Russie était en train de perdre son influence dans la région. Donc on a vu qui avait le plus à gagner de tout ça, de ces conflits. En soi, ça laisse entendre que ceux qui y perdent le plus, ce sont les populations finalement. Oui, certainement. Ceux qui ont le plus à perdre, c'est les populations locales qui peuvent avoir cet idéal d'émancipation, qui cherchent. Dans tous ces cas de conflit, il faut bien voir que c'est une minorité ethnique généralement qui cherche à faire sécession. Pourquoi? On pense qu'étant indépendant ou se rattacher aux pays voisins pourrait permettre un meilleur avenir, pourrait permettre un meilleur développement culturel ou de meilleures perspectives économiques. On critique beaucoup le régime du pays dont on fait partie officiellement pour avoir empêché le développement, de les avoir discriminés dans le passé. Et donc, ces populations qui rêvent, qui aspirent à un avenir meilleur, finalement, sont coincées dans une situation qui, au contraire, ils sont dans des conditions bien pires maintenant qu'ils étaient il y a 25 ans. Parce que ils sont des États qui ne sont pas reconnus par personne, ils n'ont pas accès à des financements extérieurs, ils ont un régime qui parfois ont des aspects démocratiques. On consulte la population, on a des changements de gouvernement, mais pas toujours. Et on a aussi de la corruption et il y a très peu de monitoring international qui peut venir se faire dans la région puisqu'on ne les reconnaît pas. Alors, les populations locales ont beaucoup à perdre et si la situation pouvait être régularisée, eh bien, les perspectives de développement seraient de beaucoup supérieures. Et dernière question, on terminera là-dessus. Est-ce qu'on ne peut vraiment pas imaginer une issue possible à ces conflits? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'une issue se crée? Alors, vaste question, ça fait 25 ans que les gens se posent la question. Alors, si on regarde en dehors même de l'ex-URSS, il y a d'autres situations analogues. On peut voir, comme j'ai en tête la République turque de Chypre Nord, par exemple. Chypre, depuis les années 70, ça perdure. Alors, on peut voir qu'il y a un certain confort au maintien du statu quo, un certain confort de la part de certains acteurs, mais de ceux qui sont en pouvoir présentement. Ils cherchent à maintenir l'état actuel pour éviter quoi? Une solution qui serait probablement désagréable pour eux, mais pour aussi beaucoup de monde. La solution, quelle est-elle? Enfin, quelles sont-elles les possibilités? C'est soit qu'on reconnaisse ces États comme étant de nouveaux États indépendants, ce qui est peu probable,
ou un retour dans l'État parent ou l'État dont ils sont issus. Mais ça veut dire un retour en arrière. Et comment justifier d'avoir maintenu pendant 25 ans des milices, des forces armées, avoir poussé ce rêve absurde de devenir indépendant suite à une sécession? Enfin, je dis absurde, c'est pas si absurde, hein, mais il y a beaucoup de justifications pour le faire. Mais c'est un rêve en ce sens où personne dans la communauté internationale n'est prêt à les reconnaître. Alors, si cette reconnaissance ne vient pas, il n'y a pas un peu de perspective de développement. Écoutez, l'idée d'État de facto, le terme même suggère que c'est une phase transitoire. Ce n'est pas une situation qui est appelée à devenir pérenne. C'est pas pérenne, mais en même temps, c'est pas, pour le moment, ça risque pas d'évoluer non plus, quoi. Non, en effet, s'il n'y a pas un changement majeur dans la distribution des puissances locales, s'il n'y a pas un changement, un cataclysme majeur, la situation va perdurer. Mais il y a toujours, cependant, des craintes de retour au conflit. Et c'est toujours une possibilité. Et dans le cas du Karabakh, qui était un peu l'entrée en matière d'une discussion beaucoup plus large sur les États de facto et les conflits gelés, mais dans le cas du Karabakh, on craint beaucoup parce que ce qui change la donne actuellement, c'est les recettes pétrolières de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui, grâce à son pétrole, a des rentrées, des recettes importantes, investit massivement dans son armée. Le budget de l'armée de l'Azerbaïdjan, juste de l'armée, correspond à l'ensemble du budget de l'Arménie de l'État voisin. Et donc, on peut imaginer qu'il y a un déséquilibre ici. Alors, l'Azerbaïdjan se construit des capacités militaires importantes, et là, au Nagorno-Karabakh, on craint évidemment qu'on ne soit pas capable de suivre la cadence. Et ce changement d'équilibre pourrait donner confiance à l'Azerbaïdjan et pourrait se sentir interpellé à retourner les armes, recourir aux armes pour relancer ce conflit. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit un peu l'an dernier. Et inversement aux autres tentatives précédentes, l'an dernier, l'Azerbaïdjan peut, je dirais presque crier victoire parce qu'elle n'a pas évidemment reconquis son territoire perdu, mais a fait quelques gains territoriaux, quelques dizaines de kilomètres carrés, donc c'est très marginal. Cependant, symboliquement, c'est important parce que maintenant, elle a l'impression d'être en meilleure posture militairement qu'elle ne l'était auparavant. Donc, ça pourrait, si la situation n'évolue pas, ce changement de puissance relative pourrait provoquer le conflit au cours des prochains mois, prochaines années. Retourner sur un conflit ouvert, quoi, finalement. C'est la crainte de beaucoup. C'est la crainte. Bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Pierre Jolicoeur, en tout cas, d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça, parce que c'est effectivement un vaste sujet avec beaucoup à en dire. Alors, merci beaucoup. Et donc à tous nos internautes, je vous rappelle que si vous voulez consulter ce long reportage, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description du podcast. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.